C'est assez étonnant de se retrouver dans un petit village de Thuringe, un village pas particulièrement prospère, Rötha, à quelques kilomètres de Leipzig où Bach a eu l'essentiel de son activité tardive, et puis de trouver dans ce village non pas un orgue de Silbermann, mais deux. C'est un miracle que ces deux instruments, qui étaient tous les deux admirablement conçus, aient survécu jusqu'à nos jours. Probablement parce que justement c'était un petit village qui n'était pas très riche et qui n'a pas eu le temps de les faire mettre au goût du jour. Silbermann travaillait dans la région, il était à Leipzig lui-même ou... Non, il était près de Dresde, il était à Freiberg. Mais malgré tout, la distance n'est pas très grande. Il prenait des chantiers dans toute cette région de l'Allemagne. Et on raconte qu'il voyageait et qu'il s'installait sur place avec toute sa famille. Et l'orgue était fabriqué sur place. Il n'était pas fait dans un atelier comme c'est fait maintenant. Les machines étaient extrêmement rudimentaires. On achetait du bois, du beau bois, et puis on travaillait sur place. On est vraiment dans le cas du Stradivarius de l'orgue. Il y a une espèce de mythe Silbermann qui, grâce au ciel, nous a permis de conserver ces instruments jusqu'à nos jours. C'était tellement bien construit, c'était tellement beau de sonorité que malgré la mode des restaurations, des remodelages, les orgues ont subi beaucoup de remises au goût du jour, la plupart des grands Silbermann n'ont pas été transformés parce que c'était les orgues de Bach, c'était les orgues les plus beaux qui se trouvaient dans ce pays et on les gardait tels quels, on avait du respect pour les Silbermann. Et sur le plan de la qualité sonore, ils ne font que s'améliorer parce qu'un orgue s'améliore toujours avec le temps. Plus un tuyau est ancien, plus il sonne joli. Le nom de Silbermann et le nom de Bach ont été intimement liés. Mais ils n'ont pas toujours été bons amis, ils se sont même affreusement disputés. Bach, qui n'avait pas un caractère très facile, a dit à Silbermann, vous construisez vos orgues comme vous l'entendez, mais moi je joue comme je l'entends. Bach était un expert très au courant de tous les détails de l'instrument. Il s'intéressait énormément à la facture. Quand il a fait restaurer l'orgue de Mühlhausen, où il était titulaire, il a établi le devis de tous les travaux à faire, mais dans le détail.
On sait qu'il voyageait beaucoup pour expertiser des orgues justement et pour conseiller les facteurs d'orgue. Et que, par exemple, il y a un orgue qui n'existe plus à l'heure actuelle, qui est l'orgue de Halle, dont on dit toujours que c'est l'orgue idéal de Jean-Sébastien Bach, parce qu'il avait lui-même dressé toute la disposition des jeux et une partie des plans de l'instrument. Il était capable de réclamer à un facteur d'orgue l'instrument dont il rêvait. Il ne l'a d'ailleurs jamais obtenu. Je crois qu'il était trop difficile avec lui-même, son idéal était trop haut, et il n'a jamais eu l'orgue dont il rêvait complètement. Zullen we nu eerst de C-kant nemen of trompet 4 op trompet 8? Oké. C-kant.
deux tuyaux qui sonnent, qui ne sont pas parfaitement justes, font des battements et d'un seul coup le son devient lisse. Et on fait ce travail-là pour les 2500, 3000 tuyaux qui sont contenus dans l'instrument. C'est une opération qui est fréquente sur chaque instrument? C'est ce qu'on appelle l'accord général. Ça prend plusieurs mois pour un instrument comme celui-là.